Laura Spinet. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur le Spinet, Spinet. Spinet, J'ai vu Spinet, Spinet. plein d'interviews, on vous appelait Spinet, donc j'étais rassuré. Oui, c'est Laura très bien. Spinet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous êtes journaliste scientifique, vous êtes romancière, vous êtes l'auteur d'un livre qui a occupé mon confinement, La Grande Tueuse, l'histoire de la grippe espagnole de 1918 et comment elle a changé le monde. Merci en tout cas pour ce livre que je recommande à la fois sur le fond et sur la forme, qui est extraordinaire et qui nous donne un sentiment un petit peu parfois de déjà-vu par rapport à cette situation actuelle. Alors, première question tout d'abord, comment allez-vous et comment vous avez vécu ce confinement sur lequel vous aviez tant écrit dans votre livre? Ah, moi, je vais très bien. J'ai pas eu de Covid que je sache. J'ai vécu le confinement. Bon, j'ai de la chance. J'ai un appartement d'abord. Je travaille à la maison et j'ai pas été malade. J'ai pas remarqué des pénuries de nourriture ou de quoi que ce soit. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je suis tout à fait consciente que ça a été très dur pour les autres et que surtout ça a été très dur pour l'économie et que, bon, c'est pas facile de vivre une période comme ça. Est-ce que vous avez eu un sentiment de déjà-vu, justement, par rapport à ce que vous avez écrit sur la grippe espagnole? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça, il faudrait l'éviter, ou ça, on aurait pu l'éviter, ou ça se reproduit encore? Comment vous l'avez fait des parallèles entre le Covid-19 et cette grippe espagnole? Je remarque, oui, des parallèles historiques dans le sens que pendant cette période où on n'a pas de vaccin, on dépend strictement sur des mesures de distanciation sociale pour nous protéger, pour ralentir la transmission de la maladie. Et ces mesures-là sont vieux comme le monde. C'est ce qu'on a pratiqué en 1918 quand on n'a pas eu de vaccin. On a fait des vaccins en 1918, mais c'était les vaccins contre les bactéries et pas contre un virus, parce qu'ils ne savaient pas que c'était une maladie virale en général à l'époque. Donc, oui, dans ce sens-là, il y a beaucoup de parallèles. Même si je dois dire qu'au niveau de l'envergure, l'ampleur de cette catastrophe-là, je pense que cette pandémie n'a rien à voir, strictement rien à voir. On va pas voir 50 millions de morts. Heureusement, Heureusement. heureusement, mais effectivement, on savait que ça risquait de revenir. Alors, comme vous le disiez, il y a beaucoup de choses dans votre livre qui auraient pu être écrites pour cette pandémie du Covid-19, hein, effectivement, sur les mesures de confinement. Il y a un passage qui est très intéressant, je vais juste me permettre de le lire avant de vous demander de le commenter, sur la notion de démocratie en temps de crise sanitaire. C'est un sujet que vous abordez régulièrement dans le livre, mais je vais vous citer, hein, mais le fait de charger une autorité centrale d'agir dans l'intérêt commun crée potentiellement deux types de problèmes. D'abord, la collectivité peut avoir des priorités contradictoires, le besoin de créer de la richesse, par exemple, on est en plein dedans en ce moment. Ensuite, les droits des individus risquent d'être bafoués, surtout si l'autorité abuse des mesures mises à sa disposition. Les intérêts contradictoires de la collectivité sont la base des affirmations de l'historien de la grippe en Amérique, Alfred Crosby, selon qui la démocratie est de peu de secours en temps de pandémie. Est-ce que vous pensez que la démocratie et l'urgence sanitaire ne sont pas compatibles? C'est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui. Oui, et je pense que ça peut compliquer les choses. Justement pour cette raison-là qu'il y a des priorités concurrentes, si vous voulez. Mais ceci dit, je regarde le monde aujourd'hui et je suis très impressionnée par les exemples des pays démocrates qui ont bien géré la crise jusqu'ici. Par exemple, la Corée du Sud, Singapour, je viens d'écrire un article, par exemple, sur l'État indien de Kerala, Tout à fait. Qu'on qui, retrouve sur votre blog d'ailleurs. qui a très bien, où il y a un ministre de la Santé qui a très bien géré la crise. Et donc, je pense que c'est plutôt une question, si on a, si on a un gouvernement démocratique, c'est une question
c'est beaucoup plus important d'avoir de la confiance entre le peuple et son gouvernement. Et si ça n'existe pas, ça devient très compliqué parce qu'on n'a pas le droit, évidemment, d'imposer les mesures. On a besoin de la complicité du peuple. Et donc, la confiance devient de plus en plus importante, je pense, quand on parle d'un pays démocrate. C'est vrai qu'avec les applications, notamment de tracking, dont on parle beaucoup aujourd'hui, voilà. on se pose savoir si on va plus loin. Il y a, dans les autres choses que je vois, notamment à plusieurs moments, vous parlez des soignants et des médecins, forcément en première ligne aussi dans cette pandémie de 1918. Et vous citez, je vais vous citer à nouveau, hein, et puis la grippe s'abattit sur nous, écrivit le poète médecin William Carlos Williams de Rutherford dans le New Jersey. Nous, les médecins, nous faisions jusqu'à 60 visites à domicile par jour. Beaucoup d'entre nous étaient assommés. Un des plus jeunes mourut, d'autres attrapèrent cette chose et nous n'avions toujours rien d'efficace pour dépister ce poison puissant qui était en train de balayer la planète. Comment ont vécu les médecins et les soignants de 1918 et quel parallèle vous faites avec ce qu'ils vivent aujourd'hui? Je pense que les médecins de l'époque ont été débordés, d'abord, et j'imagine qu'il y avait un sentiment de frustration parce que leur mission dans la vie, c'était de guérir, de soigner, et ils avaient presque rien pour le faire. Et donc, ça devait être très dur de regarder les gens mourir devant eux. Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont vraiment essayé tout. Ils ont tout essayé. Et le seul médicament qui aurait pu aider vraiment dans le sens de la médecine conventionnelle, c'était probablement l'aspirine, le médicament dit miraculeux. Et je pense que parce que c'était le seul médicament qu'ils avaient, ils ont souvent prescrit. Surdosé, merci. Et donc, ils ont plutôt aggravé les symptômes que les avoir soignés. Donc, je pense que c'était pas facile d'être un médecin en 1918. Vous montrez bien Et d'ailleurs. eux aussi, évidemment, ils sont tombés malades très souvent et mouraient. Vous montrez bien d'ailleurs dans votre livre combien la science aussi, vous expliquez la découverte des virus, l'avancée sur les vaccins. Comment cette grippe de 1918 a façonné nos systèmes de santé actuels? Elle est quand même à l'origine à la fois de ce qui est devenu l'OMS, mais aussi de ce que sont nos systèmes de santé aujourd'hui, beaucoup. Oui, donc je pense qu'il y avait déjà un débat sur la possibilité d'une médecine socialisée dans le monde occidental, mais rien n'est vraiment se passé sur ce plan-là parce que c'est vraiment très difficile de mettre en place un système de santé universel, si vous voulez. Il faut réorganiser le système de santé et puis de trouver une façon de financer tout ça, soit des impôts, soit un système d'assurance, un système de sécurité sociale. Et je pense que c'est la pandémie qui a donné un coup de pouce à ça. Et on voit dès les années 20, les pays européens qui commencent à mettre en place ces systèmes de médecine socialisée. C'était la Russie d'abord. Lénine était la force derrière ça parce qu'il a vu presque détruire la classe ouvrière sur laquelle il comptait pour sa révolution. Donc, il voulait créer un système de santé pour les protéger contre les pandémies dans le futur. Aussi, oui, il y a l'OMS. À l'époque, évidemment, on n'avait pas vraiment d'agence de santé globale qui pouvait réagir dans une crise globale. Et donc, on voit à partir des années 20, on crée, par exemple, la branche santé de la Société des Nations, et qui était un des ancêtres, si vous voulez, de l'OMS. Donc, voilà, il y avait une sorte de réalisation qu'il fallait
il fallait créer une agence pour gérer une crise de santé, de crise sanitaire globale. À l'époque, déjà, les inégalités de soins avaient beaucoup pesé sur la population et leur affection à la pandémie. Aujourd'hui, c'est encore le cas, malheureusement, on le voit bien, dans un pays où, selon les pays, entre ceux qui ont 25 000 lits de réanimation, ceux qui en ont que 5 000 ou d'autres choses. Ouais. Est-ce que vous pensez que Covid-19 va aussi changer le système de santé des pays occidentaux, encore une fois? Dure question. C'est une belle question. Si on regarde l'histoire, il y a plus de... On parle de ça plus qu'on... il y a beaucoup de débats sur cette question et après, pas beaucoup d'action. Souvent. Peut-être que ça va changer cette fois. Je pense que c'est très dur de le dire, mais je pense que ça va dépendre combien de personnes sont mortes à cause de cette pandémie. Et donc, la taille de la choc, si ça nous choque, on va peut-être changer les choses pour que ça ne se passe pas encore. Mais je ne suis pas sûre. Si on regarde l'histoire, on parle beaucoup de ça pendant une pandémie, on oublie vite après. Malheureusement. Je vais continuer à vous citer si vous permettez, mais j'aimerais aborder, mais j'ai lu avec grand intérêt les différents sujets que vous abordez. Il y a un sujet qui a tout de suite émergé et qui va vous parler, c'est celui de l'infodémie, des fake news. On a tout de suite l'OMS à parler. Dans votre livre, vous dites, quels que soient les arguments en faveur ou en défaveur de ces tactiques extrêmes, les médias auront de toute évidence un rôle primordial à jouer dans la prochaine pandémie. C'est là une des nombreuses leçons que 1918 nous a enseignées. Les techniques de censure et de minimisation du danger ne fonctionnent pas, tandis que la diffusion d'une information précise et objective au bon moment peut se révéler utile. Est-ce que vous avez l'impression que les médias ont joué ce rôle-là? Est-ce que dans cette pandémie, à l'heure du digital, des réseaux sociaux, est-ce que c'était productif ou contre-productif? Quel regard vous avez là-dessus? Ça m'inquiète beaucoup, en fait. Parce qu'on est beaucoup plus connectés aujourd'hui, évidemment, qu'en 1918. Et l'information, ça bouge tellement vite en des volumes hallucinants. Et les fausses informations voyagent avec les bonnes informations. Souvent, c'est souvent très difficile de les distinguer. J'ai parlé avec pas mal de jeunes qui m'ont dit, tu sais, le problème, c'est que la bonne information, c'est souvent derrière une paywall. Il faut payer pour ça. Tandis que le fake news, c'est gratuit. Et je pense que je dois me taire parce que pour ma génération, c'est normal de payer pour ces nouvelles, ces informations. Mais ce n'est pas l'expectation aujourd'hui. Les jeunes, ils attendent que l'information soit gratuite. Et donc, il faut je pense que ça pourrait pousser une petite révolution dans le monde de l'information parce qu'une crise comme ça, il faut que les gens reçoivent d'abord de la bonne information. Quand je regarde, par exemple, les gens aux États-Unis qui protestent le lockdown, qui protestent le confinement avec leurs fusils hors le Capitole, je me demande, je ne sais pas ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent dans les informations, mais je me demande si c'est bon l'information qu'ils reçoivent. J'ai vraiment des doutes là-dessus. Vous finissez votre livre, alors c'est vrai que c'est peut-être dans la partie finale où vous mettez peut-être plus de votre opinion, peut-être, ou de votre analyse, hein, parce que c'est vrai que le livre décrit de façon extraordinaire à la fois à travers le monde, à travers ces 3 vagues de pandémie. On est en Alaska, on est au fin fond de la Chine, on est aux États-Unis, on voyage partout. C'est vraiment un travail extraordinaire que vous avez fait là. Mais à la fin, vous analysez vraiment le pourquoi de cette pandémie, pourquoi elle a été oubliée et pourquoi on a dans les livres d'histoire ces 2 grandes guerres mondiales qui ressortent avec des tas de faits d'armes, des tas de dates, des tas de moments. Et par contre, cette pandémie-là, qu'est-ce qui fait que la guerre, on s'en souvient, on en parle, on les met dans l'histoire et la pandémie, on n'en parle pas? Vous savez, c'est la question pour moi. En fait, c'est la question pour laquelle j'ai écrit ce livre.
Et je n'ai pas de réponse. Mais je pense que cette réponse a plusieurs parties. Un facteur qui me semble très important, c'est le facteur de storytelling. Comment dire, c'est de raconter les histoires. Quand on raconte une histoire, nous, les êtres humains, on aime les histoires linéaires, avec un début, un milieu et une fin. Et ça, les guerres vont très bien avec ça, avec leurs déclarations, leurs truces, leurs armistices et tout ça. Mais une pandémie, non. Ça éclate, c'est partout tout de suite, et puis ça recule. Mais parfois, on a des échos. Donc, la Chine, maintenant, par exemple, est presque libre du virus, et ça pourrait revenir. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas linéaire. On n'aime pas ça. Et en plus, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de méchant. Si, il y a un méchant, mais c'est invisible. Donc, je pense que il y a un élément là de storytelling, comme on dit en anglais, qui est très important. Je pense aussi aux images. J'ai discuté ça avec un journaliste de guerre qui m'a dit, tu sais, pendant une guerre, on voit beaucoup d'images, des choses horribles, des gens qui meurent dans la rue ou sur le champ de bataille. Tandis que pendant une pandémie, les gens meurent en général en privé, derrière les murs de soit les maisons, soit les hôpitaux, soit les EHPAD. Et donc, ce n'est pas visible. Il n'y a pas de traces visibles de cette horrible chose. Et je me demande si ça aussi, ça nourrit l'oubli. Donc, il y a d'autres raisons aussi, mais ces deux-là m'interpellent en ce moment. Est-ce que c'est ce qu'on a voulu faire, en créer du storytelling, en faisant une déclaration de guerre, parce que beaucoup de chefs d'État ont mobilisé de façon générale et déclaré la guerre. On a créé nos héros, on a nos héros qu'on applaudit ce soir à 20h, on a nos héros caissiers, nos héros livreurs. Est-ce que c'est ce qu'on essaye de faire C'est une très bonne question. Et vous savez, j'ai relu Camus, La peste récemment. Ça s'impose. Et il dit qu'une pandémie, ce n'est pas quelque chose qui est créé à l'échelle humaine. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Et que nous, on essaye d'imposer nos identités, par exemple, nationales. Sur une pandémie, on essaye de dire que c'est la faute des Chinois, que les Américains sont nuls ou je ne sais pas quoi. Aussi, si vous pensez à la course pour un vaccin, il y a, je ne sais pas, 80 équipes maintenant qui cherchent un vaccin dans presque tous les pays du monde. Presque chaque équipe est en réalité une collaboration internationale, parce que c'est comme ça que la science marche. Mais si vous lisez les journaux dans les pays, vous voyez que chaque pays soutient son équipe, comme si c'était une course entre les nations, comme si c'était les Jeux olympiques. Et je pense qu'il y a un sens dans lequel nous, les êtres humains, il faut qu'on essaye de comprendre ça d'une façon nationaliste presque. Mais malheureusement, le virus ne se comporte pas d'une façon nationaliste. Comme on dit souvent, il ne respecte pas les frontières. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un sens dans lequel la pandémie ne veut pas aller veut pas entrer dans notre jeu de mémoire et d'histoire et de storytelling, encore une fois. Pour ma dernière question, je vais encore vous citer. Je suis désolé, ça doit être terrible de vous entendre vous-même parce que je sais que vous l'avez écrit. Donc, voilà, mais je suis très flattée. Il y a un moment donné, vous écrivez sur le fond, ce que la grippe espagnole nous a appris, c'est qu'une autre grippe pandémique est inévitable, mais que son bilan total, qu'il soit de 10 ou de 100 millions de victimes, ne dépendra que du monde dans lequel elle se produira. Oui. Ma question à moi, c'est dans notre monde à nous aujourd'hui, est-ce qu'il est mieux préparé? Est-ce que le digital, par exemple, moi je suis très sur le digital, c'est un des sujets que j'aborde. Est-ce que ça change d'avoir cette première pandémie à l'heure du digital? Est-ce que notre monde d'aujourd'hui nous permet de mieux gérer les pandémies ou au contraire le fait qu'on soit si peu préparé, qu'on y ait si peu pensé? Ben, écoutez, on a fait beaucoup de progrès depuis 1918 au niveau scientifique, mais on a d'autres vulnérabilités, c'est clair.
On est plus nombreux, 4 fois plus nombreux. On est beaucoup plus connectés, mieux connectés. Il y a cette question de fake news qui m'inquiète beaucoup parce que les gens vont pas faire ce qui est demandé ils sont demandés de faire s'ils ne comprennent pas le risque et s'ils ne comprennent pas le rationnel derrière ces mesures. Donc, je pense que la question du digital et de l'information est très importante et il va falloir l'aborder après. Après, c'est très intéressant. On a fait tout ce progrès scientifique, mais comme j'ai dit, on dépend toujours de ces mesures très anciennes. Donc, il y a un côté très moderne et un côté très ancien à cette pandémie. Et je pense qu'il faut un peu d'humilité. Il faut comprendre qu'on est toujours vulnérable. Il faut agir après pour nous protéger mieux contre la prochaine pandémie, parce qu'il y aura une prochaine pandémie et on ne sait pas quand. Et il faut s'interroger, je pense, sur cette question de mémoire, parce que la question de mémoire et la question de préparation pour la prochaine, elles sont liées, ces questions. Donc, si on se souvient mieux des 15 pandémies grippales dans les 500 ans passés, on va comprendre qu'il y aura de nouvelles pandémies, et on va faire ce qu'il faut faire pour nous protéger mieux. Est-ce que ça va vous inspirer votre prochain livre? Ah non, j'ai assez écrit sur les virus, sur les pandémies. Alors là, la prochaine fois, ça sera un sujet visible, sans microscope. Un roman ou Possible. Mais c'est vrai que je suis passionnée par l'histoire, donc il y aura certainement une dimension historique et probablement scientifique. Laura Spinet, merci beaucoup de votre temps. Merci pour toutes ces informations. En tout cas, portez-vous bien. J'espère vous rencontrer un jour dans la vraie vie, même si on est déconfiné, on reste en Zoom pour l'instant. Et en tout cas, merci encore pour ce livre que j'invite réellement à lire parce qu'il est passionnant de storytelling et de rassembler tous ces petits morceaux de vie pour en faire un morceau d'histoire. Et bravo pour ça. Merci beaucoup. Ah!